L'axe des souverainistes européens, soudés autour de Marine Le Pen, fait vaciller les palais dorés de Bruxelles et les salons feutrés de Paris. Les hautes sphères de l'Union européenne, soudain fébriles, s'agitent. Dans une panique maîtrisée, elles punissent avec rage, coupent les ponts, avec méthode profèrent menaces sur menaces. Pourtant, face à cette tempête bureaucratique, des figures inébranlables comme Viktor Orban et Giorgia Meloni avancent droites et impassibles. Loin de reculer, ils cimentent leur coalition avec une ardeur stratégique, lançant une offensive politique qui fissure l'édifice européen jusque dans ses piliers les plus anciens. Le 7 novembre 2025, une date anodine devenue choc diplomatique, Viktor Orban et Giorgia Meloni ont gelé d'un coup sec les 65 milliards promis à Kiev. Pas un simple incident de parcours, mais un uppercut politique qui dévoile l'évidence que Bruxelles préférait ignorer l'unité européenne, n'est plus qu'un vernis craquelé. Pour l'Ukraine, c'est bien plus qu'un coup dur, c'est le signal brutal que le soutien inconditionnel n'est plus garanti. Et à Bruxelles, c'est un tremblement de terre. Car ce refus orchestré, non pas par des marginaux en quête de buzz, mais par deux chefs d'État en plein exercice, brise le tabou du front uni face à Moscou. Ce que des millions d'Européens pensent tout bas, eux l'ont hurlé sur la scène politique. L'illusion de cohésion se fissure et la patience s'épuise. Ce jour-là, c'est tout le récit européen qui a vacillé, et selon bien des analystes, ce n'était que le premier acte d'un bouleversement à venir. On ne mesure pas facilement la portée du blocage imposé par Orban, 65 milliards d'euros, rien de moins. Cette somme que Bruxelles avait déjà promise à Kiev n'était pas un simple chiffre inscrit sur un communiqué. C'était l'oxygène vital d'une économie en apnée et d'un front militaire déjà sous tension. Quand le Premier ministre hongrois a tiré le frein à main, la machine européenne a dérapé dans une panique oubliée depuis longtemps. Ursula von der Leyen a tenté d'éteindre l'incendie en dénonçant publiquement cette décision, mais l'impact était irréversible. Derrière les rideaux tirés, on chuchotait l'impensable. Que se passerait-il si d'autres gouvernements imitaient Budapest? Et si l'idée de solidarité européenne, si souvent mise en scène, n'était qu'un décor fragile prêt à s'effondrer au moindre choc? Cette crainte, pour une fois, avait de quoi faire trembler même les plus confiants. Pendant des années, Viktor Orban a été catalogué comme le trublion professionnel de Bruxelles, celui qui brandit le veto comme une épée chaque fois que l'humeur le prend. Mais cette fois-ci, le jeu a changé de niveau. Refuser des quotas migratoires ou saboter des compromis énergétiques, c'était du déjà-vu. Couper brutalement les vivres à une nation en guerre. Là, c'était une ligne rouge franchie. Kiev, laissé dans l'incertitude, ne savait plus si ses alliés de toujours avaient encore le cœur au combat. Orban lui avait tout simplement fait de la guerre un levier politique. Et ce faisant, il a mis à nu la grande illusion, cette Union européenne, que l'on disait solide comme le roc, repose en réalité sur du sable. Son veto n'avait rien d'un simple caprice hongrois, c'était un grondement qui a traversé l'Europe comme un coup de tonnerre. Ce qui rend la stratégie d'Orban si savoureuse, c'est son art de se mettre en scène en électron libre du continent. Pas besoin de grands discours, un simple coup de fil prolongé avec Vladimir Poutine, juste ce qu'il faut pour affoler les chancelleries et alimenter les gros titres a suffi à jeter le trouble. Et comme pour ajouter une touche finale à ce tableau soigneusement orchestré, le voilà qui prend l'avion, direction Mar-a-Lago, sourire aux lèvres pour serrer la main d'un Donald Trump, toujours aussi peu convaincu par l'OTAN et les aventures militaires sans fin. Rien de tout cela n'est laissé au hasard. Chaque geste, chaque rencontre compose une fresque claire. La Hongrie d'Orban a tourné le dos au manuel bruxellois et écrit désormais ses propres règles. Dans la version selon Orban, la Hongrie n'est ni un petit pion soumis, ni un figurant dans le théâtre des puissants. Elle se campe fièrement droite dans ses bottes face à une machinerie technocratique représentant des centaines de millions d'âmes. Son message est limpide, fini les courbettes devant les diktats venus de Bruxelles. La guerre perpétuelle ne fait pas partie de l'agenda national. En s'affichant avec des figures comme Trump ou Poutine, Orban redessine le rôle de son pays, un trait d'union audacieux entre deux mondes, celui des élites installées et celui des forces anti-système entre l'Ouest bien pensant et l'Est réaliste. Les détracteurs le clouent au pilori pour imprudence, hurlant à la trahison des valeurs européennes.
Ses partisans, eux, voient en lui un stratège lucide, voire un héros du bon sens, rappelant inlassablement qu'aucun enfant hongrois n'a vocation à mourir pour une guerre qui n'est pas la sienne. Et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est certaine. Orbán a dépassé le rôle de baron local pour devenir un acteur incontournable du grand théâtre continental, non plus ignoré mais redouté. Un homme capable de bousculer les règles et peut-être même de réécrire le scénario. En Hongrie, le bras de fer d'Orbán n'est pas né d'un caprice isolé. Il s'inscrit dans une ambiance déjà électrique. Les enquêtes d'opinion parlent d'elles-mêmes. Jamais depuis l'entrée du pays dans l'Union européenne, l'adhésion populaire n'avait été aussi basse. Pour Orbán, ce n'était pas un chiffre à analyser, mais une cartouche à tirer. Il a recadré son opposition à Bruxelles comme un acte de fidélité nationale, une réponse à ce qu'il peint comme une machine technocratique arrogante de plus en plus envahissante. Et il a choisi son moment avec une précision chirurgicale alors que les prix explosaient, les salaires stagnaient et que les foyers hongrois tentèrent de survivre au tumulte d'un continent en crise. En quelques mots bien placés, Orbán a su imposer un récit qui claque. La Hongrie ne sera pas l'agneau sacrifié sur l'autel des stratégies d'autrui. Avec ce message, son veto n'était plus une simple manœuvre politique, il devenait un étendard. Loin d'enfermer son pays dans l'isolement, il captait l'écho d'un ras-le-bol, partagé bien au-delà des frontières hongroises. Chacune de journal résonnait comme une preuve là où d'autres cédaient. Budapest résistait. Ce n'était plus de la communication, c'était une démonstration de force. Et Orbán montrait qu'il savait mieux que quiconque transformer un malaise national en onde de choc européenne. Ce veto ne se limitait pas à un simple refus de transfert financier, c'était un coup de projecteur brutal sur l'ambition d'Orbán, déplacer la Hongrie du rôle d'observateur docile à celui de leader insoumis. Fini la périphérie silencieuse, place à l'épicentre d'une fronde qui fait trembler Bruxelles. Et dans cette montée en puissance, il n'était plus seul. À ses côtés, une alliée inattendue mais redoutable, Giorgia Meloni, première ministre d'Italie, une femme à la verve acérée et à la langue sans filtre, qui a donné un visage flamboyant à cette nouvelle ligne de fracture européenne. La scène était taillée pour l'histoire face caméra. Meloni décocha une pique foudroyante à Emmanuel Macron, pulvérisant en quelques mots la vision de ce dernier pour une armée européenne. La Russie compte 3 millions de soldats, lança-t-elle le regard fixe. Et l'Europe, elle en aligne combien? Silence glacial. Un silence lourd, embarrassant, qui collait à la peau bien après la fin de la phrase. Ce n'était pas juste un bon mot, c'était une gifle politique, un uppercut verbal qui réduisait en poussière un rêve stratégique. La vidéo devint instantanément virale, plus de 10 millions de vues, en 1 heure déchaînée sur TikTok et X, comme une traînée de poudre numérique. Les réactions affluaient, furieuses, admiratives, fascinées. Il aura suffi de quelques secondes pour que le masque tombe. Soudain, Giorgia Meloni n'était plus simplement la figure controversée d'une droite nationale, elle devenait la voix que beaucoup attendaient, celle qui osait dire tout haut ce que l'Europe pensait tout bas. Enfin, quelqu'un posait les mots justes sur une vérité dérangeante. L'Union européenne n'a ni les troupes, ni les fonds, ni même le soutien populaire pour affronter militairement la Russie. Faire semblant du contraire, ce n'est pas du courage, c'est flirter avec le chaos. En une déclaration, elle a gravé son nom dans la mémoire politique du continent. Celle qui avait défié Macron sans trembler et percé à jour les mirages stratégiques de Bruxelles. Pour les Italiens étranglés par l'inflation et fatigués des promesses creuses, ces mots n'avaient rien d'extrême. Ils résonnaient comme une bouffée d'air lucide. Et c'est précisément cette vérité brute dépourvue de calcul qui l'a hissée au rang d'icône, plus qu'une dirigeante, un étendard dans la lutte pour le destin européen. Ce qui n'était d'abord qu'une rébellion solitaire a pris une toute autre tournure le jour où Orbán et Meloni ont aligné leur discours. À ce moment-là, le récit change, il ne s'agit plus d'actes isolés, mais d'un véritable front en gestation. Rome et Budapest, que tout semblait opposer, culture passée, trajectoire politique, se retrouvent soudain côte à côte, pas seulement portés par des convictions communes, mais liés par une stratégie défier ensemble l'ordre établi de Bruxelles. L'Union européenne s'était construite sur un postulat tacite, tant que Paris, Berlin et Rome restaient alignés, le projet européen tiendrait debout, mais voilà que Meloni, à la tête de l'un des plus gros financeurs du bloc, décide de briser l'unité sacrée.
D'une voix ferme, elle a prévenu l'Italie ne financera plus à l'aveugle les ambitions géopolitiques dessinées par d'autres. Elle n'a pas mâché ses mots, les rêves stratégiques de la France et de l'Allemagne ne seront pas payés par les contribuables italiens. Du côté de Rome, Meloni ne mâchait pas ses mots, selon elle. Les Italiens croulaient déjà sous le poids d'une inflation galopante, de factures énergétiques étouffantes et d'une économie en panne sèche. Pourquoi devrait-il en plus financer les lubies géopolitiques d'autrui? Pendant ce temps-là, à Budapest, Orbán jouait une autre carte, celle du refus moral. Il n'était pas question que la Hongrie sacrifie la vie de ses enfants pour une guerre étrangère. À eux deux, ils formaient une combinaison redoutable, un double impact politique que Bruxelles peinait à encaisser. Face à cela, la Commission européenne a sorti une nouvelle carte, un paquet d'aides massif de 50 milliards d'euros pour Kiev, censé raviver l'élan de solidarité. Mais le duo Orbán-Meloni a tout simplement opposé un mur, veto net sans détour. Et ce geste lourd de sens a fissuré un mythe soigneusement entretenu par les élites de l'Union, celui d'une unité inébranlable. Pour la première fois, deux nations clés faisaient front commun contre Bruxelles, révélant à tous que l'édifice n'était pas si solide qu'on le prétendait. Ce qui relevait de la fiction politique un an plus tôt devenait brutalement réalité. Voir Rome faire front commun avec Budapest contre les poids lourds traditionnels que sont Paris et Berlin n'était plus une hypothèse, c'était devenu un fait accompli. Et ce bouleversement ne faisait que commencer à secouer les lignes. Ce qui rendait l'intervention de Meloni d'autant plus percutante, c'était qu'elle ne se réfugiait pas dans le jargon technocratique habituel. Non, elle parlait le langage brut, direct, celui qui résonne dans les cuisines, les cafés et les cœurs, celui que les gens comprennent instinctivement. Elle ne s'embarrassait pas de concepts fumeux comme la souveraineté stratégique ou la sécurité collective. À la place, elle posait une question limpide, implacable. L'Europe peut-elle réellement rivaliser militairement avec la Russie? Moscou aligne 3 millions de soldats, lança-t-elle sans détour. Et nous, on compte envoyer qui? Cette phrase, aussi simple que tranchante, venait pulvériser le château de cartes, construit autour du rêve d'une armée européenne. Ce projet tant vanté par Macron, murmuré dans les couloirs feutrés de Bruxelles, devenait soudain ridicule, presque dangereux. Pour Meloni, y croire relevait moins du courage que de l'inconscience, et mener l'Europe sur ce terrain, c'était jouer avec la mort politique. Quand votre ticket de caisse dépasse votre salaire et que chauffer votre appartement devient un luxe, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique pourquoi la stratégie de puissance de Macron sonne faux. Pour des millions d'Italiens étranglés par la vie chère, Meloni ne parlait pas comme une politicienne de droite dure, mais comme une femme ancrée dans le réel. Peu à peu, à travers l'Europe, son image basculait d'outsider étiqueté à voix de la raison dans un univers politique saturé de discours grandiloquents et de paris géopolitiques suicidaires. Les vidéos de ses passes d'armes avec Macron n'étaient pas juste bonnes pour buzzer, elles servaient de défouloir collectif. Chaque punchline devenait un écho aux frustrations silencieuses. Pour des millions d'Européens, c'était comme entendre leurs propres cris, enfin projetés à haute voix sur la scène politique. Meloni disait tout haut ce que beaucoup hurlaient à leur écran: non, l'Europe n'a ni les moyens ni l'intérêt de se déguiser en superpuissance militaire. Et non, ce n'est pas un rôle à jouer, c'est une impasse à éviter. À chaque punchline lancée comme une flèche, Meloni taillait dans le marbre une version d'elle-même, celle d'une rebelle anti-technocrate, d'une chef du peuple, prête à égratigner l'arrogance de Bruxelles, si cela lui permettait de dire tout haut ce que d'autres taisent. Dans cette mise en scène parfaitement assumée, elle ne plaçait pas seulement sa personne au centre du débat, elle hissait l'Italie au rang de challenger, refusant le rôle du figurant docile pour celui du trouble-fête qui bouscule les règles du jeu européen. Alors que les postures d'Orbán et Meloni se durcissaient à Bruxelles, un autre écho montait, non pas des parlements, mais des pavés. Leur contestation gagnait la rue. Dans les capitales européennes, les banderoles fleurissaient, les cortèges grossissaient. À Berlin, des foules réclamaient la fin des hostilités, brandissant la paix comme un cri. Car en politique, ce qui compte souvent, ce n'est pas ce qui est vrai, mais ce qui semble l'être. Et cette fois, l'image frappait plus fort que les chiffres.